Bonjour tout le monde. Merci d'être là pour ce tour d'horizon. Merci d'être aussi nombreuses à vous joindre à nous aujourd'hui. C'est notre troisième tour d'horizon qui vise à transmettre l'information générale à un public plus large. Le troisième et dernier tour d'horizon, c'est de la série sur la responsabilité collective. Après avoir parlé de la force du collectif, nous allons aborder aujourd'hui ce que nous pouvons faire individuellement pour faire une différence dans le parcours d'allaitement. Le webinaire est financé dans le cadre des mesures du deuxième plan d'action interministériel du programme gouvernemental de prévention en santé 2015-2025. Nos panélistes aujourd'hui sont dans l'ordre de Sophie Morel, directrice générale de Nourrissources Montréal, Mardoché Mertilus, formateur et agent de liaison du programme PAPA du regroupement pour la valorisation de la paternité, et pour terminer, Isabelle Piquant, responsable des dossiers politiques et des communications au comité de soutien aux parents aux études de l'UQAM. Il est à noter que les opinions exprimées par les panélistes invités ne représentent pas forcément les positions du MAC. Avant de passer la parole à Sophie, un petit détail technique. Pour poser vos questions, ce sera dans la question Q&A en bas de votre écran. Il y aura une période à la fin du tour d'horizon où nos panélistes pourront y répondre. Ce webinaire est enregistré et sera par la suite accessible à tout le monde. Donc, Sophie, je te passe la parole. Il faut que tu ouvres ton micro. Un classique. Après tout ce temps, toujours oublié d'ouvrir le micro. J'étais concentrée à trouver comment partager mon écran. OK, on y est. Fait que, tout le monde m'entend, tout le monde me voit, tout le monde voit ma présentation. On est prête pour toi. Yes. Alors, bonjour. Merci d'être là. Je ne sais pas en combien grand nombre, mais merci quand même pour votre participation. Merci au MAC de m'avoir invité. Ça me fait toujours plaisir de parler d'allaitement. Puis là, j'ai l'occasion de parler un petit peu de mon histoire, fait que c'est intéressant aussi. Ça va être facile à discuter. Ça va être difficile de rester dans les temps. Donc, on va commencer tout de suite. J'ai appelé ma présentation Rétablir la transmission de l'allaitement, une histoire de petits gestes qui peut faire une grande différence. Donc, je vais essayer tout au long de la présentation de vous illustrer des petits éléments qui ont pu changer des choses pour moi, des choses que j'ai peut-être aidé à changer pour d'autres personnes, mais aussi, je vais reculer un petit peu dans mon histoire puis voir d'où je viens. Je n'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer. Alors, le premier chapitre, je vais remonter jusqu'à mes grands-mères, en fait, à une époque très sombre pour l'allaitement, où la préparation commerciale, là, années 50-60, était la norme et où les femmes se faisaient dire de ne pas allaiter. Mon père est né en 1959. Ma grand-mère s'appelle Janine. Et donc, le médecin lui avait suggéré de ne pas allaiter ses enfants. Et mes grands-parents, résidant à la campagne, n'avaient pas vraiment les moyens de s'acheter de la préparation. Donc, ils ont donné du lait de vache. Alors, 3 enfants nourris avec céréales, lait de vache. Aujourd'hui, ils sont dans la soixantaine et je vois des maladies qu'ils ont. Et je me dis, ah, peut-être s'il avait été allaité, ça se serait passé différemment, ou même s'il y avait eu de la préparation plus adéquate que du lait de vache. De l'autre côté, ma mère. Donc, ma mère est née en 1961. Ma grand-mère s'appelle Lise, qui s'est fait dire aussi pour ses trois filles qu'elle était trop maigre pour allaiter, qu'elle allait affamer sa fille. Donc, ma mère n'a pas été allaitée. Et elle a même été, si on va sur la photo, elle a 3 jours en train de manger des céréales. Donc, on voit, c'était vraiment une sombre époque, pas juste pour l'allaitement, mais pour l'alimentation des tout-petits en général. Et puis, je vous ai mis l'image que j'aime bien penser à quelque part. J'étais déjà là dans le ventre de ma grand-mère. Je trouve ça toujours fascinant avec les ovocytes qui sont déjà présents. Donc, quelque part, avec la jonction de ces 2 enfants qui sont nés de ces unions, moi, je suis arrivée. Donc, on voit aucune de mes grand-mères non allaitées se sont fait dire de ne pas allaiter. Par contre, du côté de ma grand-mère maternelle, mon grand-père était ingénieur, il a voyagé beaucoup à travers le monde pour le travail. Ils ont passé plusieurs années en Afrique. Ici, vous voyez une toile et
une statuette qui sont chez moi et qui étaient en fait chez mes grands-parents. Donc, ma mère, moi, on a été exposés pendant des années à des histoires, des images autour de l'Afrique, autour de ce qui se passait ailleurs dans le monde. Et on peut penser peut-être que ça l'a semé des graines parce que la suite de l'histoire ne va pas avec cette culture de non-allaitement qu'on aurait pu penser. Donc, ensuite, on arrive au deuxième chapitre, ma naissance. Donc, dans les années 80, le retour de l'allaitement. On se dit c'est important. Il y a le Code international qui paraît en 81. Ça va mener un petit peu plus tard en 90 à la déclaration d'Innocenti. Et donc, c'est le retour en force. On dit à tout le monde d'allaiter, c'est très important. Sauf que ici, petit dialogue fictif, mais qui représente quand même ce qui a pu se passer. Ma mère s'est fait dire, il faut vraiment que vous allaitiez votre fille. Là, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour elle. Donc, lire entre les lignes, si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas une bonne mère. Ma mère, comme oui, 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 parfait, je suis vendue, je suis convaincue. Est-ce que vous pouvez m'aider? J'ai jamais allaité d'enfant et je connais peu de femmes qui ont allaité ou qui ont réussi. Donc, l'infirmière un peu désemparée, pleine de bonne volonté, mais désemparée, n'ayant pas les outils pour aider ma mère. Il aurait pu se passer une histoire catastrophique, mais on peut voir qu'est-ce qui s'est passé en fait. Moi, j'ai été allaitée pendant 3 mois, qui était quand même un exploit en 1986. Et mon frère, qui est né 2 ans plus tard, a été allaité pendant 6 mois. Donc, on peut se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire-là de famille pour que, contrairement à beaucoup de femmes à l'époque, ma mère a allaité, puis on va dire longtemps pour l'époque, dans les années 80, même si ça faisait mal, même si elle n'avait pas d'aide, elle s'est débrouillée. On peut se poser la question à ce moment-là. On ne saura pas la réponse, mais qu'est-ce qui a peut-être pu changer quelque chose? Est-ce que c'est des caractéristiques personnelles? Ma mère est quelqu'un qui respecte beaucoup les consignes, les recommandations. Donc, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire. Elle est aussi une personne un peu entêtée. Donc, ça ne marche pas, mais je veux que ça marche, donc ça va marcher. Donc, il y a peut-être ça aussi, un peu de persévérance personnelle pour atteindre ses objectifs. Est-ce que c'est la préparation prénatale? Ma mère et mon père ont suivi les 12 cours qui étaient offerts à l'époque avec le CLSC. Là. C'était le mieux vivre était petit comme ça, mais la préparation prénatale, ça prenait pas mal plus de place. Est-ce que c'est le soutien du conjoint? Mon père, lui, il est comme, ben oui, parfait, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire, je vais être là, je vais t'aider, je vais t'accompagner. Est-ce que c'est ça qui a fait la différence? Ou on peut penser ces petites graines-là qui ont été semées de ce qu'on a vu chez mes grands-parents, les images, les histoires venues d'ailleurs. Est-ce que c'est ça qui, quelque part, a semé des petites graines qui a fait en sorte que ma mère a été une maman qui a allaité? Ensuite, on passe au troisième chapitre. Qu'est-ce qui s'est passé dans mon histoire pour que je sois ici aujourd'hui, en fait. Donc, je suis partie à la découverte du monde de toutes sortes de façons. Comme j'ai dit, j'ai été exposée à les images chez mes grands-parents. Je me souviens très bien, en 1994, j'ai une cousine qui est née du côté de mon père, mon oncle paternel. Puis j'ai vu qu'elle était nourrie au biberon. Puis je me souviens encore, j'étais pas très vieille, je me suis dit, il me semble que c'est bizarre. La sensation qu'il y a quelque chose d'étrange. Ensuite, en 98, mon cousin du côté de ma mère qui est né et qui a été allaité. Ah, là, ça m'apparaissait un petit peu plus normal. Mais là, on est encore un enfant, adolescente. Là. Donc, c'est vraiment des bribes, mais on sent que c'est déjà peut-être inscrit quelque part de façon inconsciente. Puis en 2007, après le cégep, j'ai passé 3 mois en Amérique centrale. Je me suis promenée un peu partout, du Mexique au Costa Rica, en passant 1 mois et demi dans le Yucatan, puis une partie du Guatemala, où il y a encore beaucoup de familles qui vivent selon le mode de vie plus traditionnel, plus rural. Puis j'ai vu des bébés portés, des bébés allaités. Je ne sais pas si vous êtes déjà embarqué dans un chicken bus comme l'image qu'il y a là, qu'il y a beaucoup au Mexique et au Guatemala. Puis j'ai fait un trajet de 8 heures avec à peu près 70 personnes dans cet autobus-là. Et il y avait beaucoup de bébés et des poules. Mais on n'entendait pas les bébés pleurer. Ils étaient collés avec leurs parents, ils étaient allaités. Puis je me souviens de cette impression-là quand je suis sortie de cet autobus-là. Il y avait quelque chose de très doux. Le soleil s'était couché, puis quelque chose de très doux. Tout le monde était assoupi, apaisé, mais il y avait une bonne dizaine de bébés dans cet autobus-là. Ça m'avait vraiment marqué. Ensuite,
là, je suis rendue à l'université. Donc, j'avais fait un bac en nutrition. J'ai fait un bac à l'Université de Montréal que j'ai terminé en décembre 2010. Et à cette époque, là, je ne pourrais pas témoigner aujourd'hui, mais je crois qu'il y a encore ça. C'était une des écoles où il y avait le plus d'heures de formation sur l'allaitement spécifiquement, 12 heures. C'est pas beaucoup, on s'entend, mais c'est déjà beaucoup plus que ce qu'il y avait dans d'autres endroits. Et surtout, la personne qui donnait le cours était vraiment passionnée, avait voyagé elle aussi, faisait de la nutrition internationale, donc elle avait plein d'histoires à nous raconter de comment ça se passe ailleurs et de voir ici comment on pouvait amener ça dans notre monde occidental un peu. Puis je me souviens d'avoir vraiment été fascinée par tout le processus de la lactation, la composition, la fonction du lait maternel. Je trouve ça absolument fascinant et c'est toujours le cas aujourd'hui, en fait. C'est une des parties que je trouve le plus intéressante. À la fin de mon bac, je suis allée faire un voyage d'un mois au Vietnam. Et encore là, ça, c'est des images de mon voyage. Les autres, je les ai prises sur Internet. Là. On n'avait pas encore nos téléphones et nos trucs numériques. Euh, Au Vietnam, donc dans les montagnes, dans le nord, où les bébés encore là sont portés. Puis bébé, on voit Bambin là, sur la photo en haut, il est quand même assez grand, cet enfant-là. Puis la dame, elle faisait son marchandage, elle vendait ses trucs, puis là, tout bout de champ, le bébé prenait le sein, puis il faisait sa affaire. Puis bon, on voit aussi des enfants, on parle de transmission, des enfants qui vont porter leurs frères et sœurs, qui vont apprendre à en prendre soin. Puis vraiment des images très belles, puis qui visiblement se sont imprégnées dans, dans mon histoire. Puis déjà à l'époque, après ça, quand j'ai commencé à travailler au CLSC, au soutien à domicile avec les personnes âgées, là, donc ça n'avait aucun lien avec la périnatalité. Déjà là, j'allais voir mes collègues qui étaient en petite enfance pour parler d'allaitement, pour parler d'introduction des aliments, pour parler de toutes sortes de sujets, parce que j'étais une touche à tout, tout m'intéressait, mais entre autres, parler un petit peu de tout ça. Fait que ça, c'est plus qu'est-ce qui est venu de l'extérieur, donc des petits gestes ou des moments ou des éléments de l'extérieur qui sont venus, moi, teinter ce que je suis devenue par la suite. Donc, troisième chapitre, je vais essayer de ne pas pleurer. La naissance d'une mère, donc ici, c'est pendant ma deuxième grossesse avec mon petit garçon qui avait très hâte de rencontrer son bébé. Alors, en 2013, un premier bébé. Donc, dès les premières secondes, minutes de vie, je me souviens de m'être dit, je veux vraiment l'allaiter. Je suis convaincue que c'est ça qu'il faut faire. Mais malgré tout mon bagage, j'ai fait une formation, je suis nutritionniste, je me suis renseignée, j'ai fait les cours, j'ai lu Le Mieux Vivre, j'ai lu un autre livre. J'ai le bébé dans les bras, là, j'ai aucune idée de ce que je dois faire. La panique. Parce que là, tout est à faire, mais particulièrement pour l'allaitement, je fais quoi avec ça? Fait qu'on voit sur la photo, bébé a 2 jours, il est très jaune, il a eu une belle jaunisse, il est positionné, le bras tout croche. Donc, visiblement, je ne savais pas trop ce que je faisais, mais c'est pas grave, j'ai tenu bon. J'ai eu la chance d'avoir une infirmière qui est venue à domicile qui a pris le temps. Je sais qu'elles n'en ont pas beaucoup, elles en ont de moins en moins, mais cette infirmière-là savait que je voulais allaiter, était convaincue que l'allaitement, c'était la bonne chose, mais surtout que les mères étaient capables d'y arriver. Puis elle a pris le temps, puis elle n'est pas partie tant que ça n'avait pas fonctionné l'allaitement. Elle m'a donné, bon, va chercher un tire-lait, va faire ci. Bon, le protocole panique de bébé a presque perdu 10% de poids. Mais elle m'a redonné confiance. On va y arriver, on va trouver des solutions. Puis j'ai vu sa collègue le jour d'après, puis même chose, c'était une infirmière très passionnée, très convaincue, très à l'écoute, et qui m'ont toutes les deux référé rapidement vers la halte allaitement. Donc, à 7 jours de vie, j'étais à la première halte allaitement du lundi après-midi au CLSC Rosemont, et je suis allée pendant presque un an, tous les lundis après-midi, vraiment assidûment. Donc, je remercie ces deux infirmières-là qui vraiment étaient ils ont sauvé mon allaitement. On n'est pas sûr de ce que ça aurait pu faire par la suite. Parce qu'il faut savoir, j'étais la première dans mon groupe d'amis et dans ma famille à avoir des bébés. Et je n'avais jamais pris un bébé, un nouveau-né. Donc, je partais de très, très loin, puis j'avais pas grand monde autour de moi pour me conseiller, mis à part mes parents et ma belle-mère qui a eu 5 enfants. Donc, ça va, j'avais un petit peu de... J'avais des grands-mères, une qui n'a pas allaité, l'autre qui a allaité, qui pouvaient quand même m'aider pour tout le reste. Ensuite, un autre moment, juste pour illustrer un peu la détresse des fois des mères en plein milieu de la nuit. Bébé a 2 semaines. Là, ça va mieux, repris son poids, plus de jaunisse. Puis là, je me dis, OK, là, je l'allaite 6 mois.
parce que c'est 6 mois d'allaitement exclusif. Et après, il n'aura plus une seule goutte de lait. Plus capable, c'est trop intense. Bon, finalement, on dirait que j'ai eu du soutien, puis j'ai retrouvé confiance, puis je l'ai allaité pendant 13 mois, cet enfant-là. Euh, et j'en étais très fière quand même. C'était plus que la moyenne. Donc, si on se fait un petit résumé là, des graines qui ont été semées, qu'est-ce qui peut expliquer peut-être ce parcours-là? Si on parle de culture d'allaitement familial, on s'entend qu'une transmission, l'histoire ne nous disait pas ça, si on parle de ce qui s'est passé autour des années 60. C'est sûr que j'avais la volonté, j'avais confiance, j'étais convaincue que l'allaitement, de par tous ses côtés fascinants, était la chose à faire, mais aussi que je voulais le faire puis que j'étais capable. J'avais quand même porté un enfant, là, fait que je suis capable de le construire, je devrais être capable de le nourrir. Mon entourage m'a soutenue, puis à aucun moment, j'ai été chanceuse, il y a quelqu'un qui m'a dit « Hey, tu devrais donner de la préparation ou un biberon à la place. » Jamais. C'est comme dans les 2 premières semaines. Donc ça, j'ai été vraiment chanceuse. Les infirmières qui ont pris le temps à la maison, la référence à la halte allaitement. Là, j'ai découvert une communauté des marraines, des mamans, des infirmières motivées. Donc, j'ai vraiment été tombée dans un bel univers. J'ai aussi rencontré une nutritionniste et une IBCLC aussi qui était passionnée d'allaitement. Donc, toutes sortes d'éléments qui ont fait que j'ai continué. Puis après, pour la suite de l'histoire, ce qui est intéressant, c'est que la sœur du père de mes enfants, a allaité sa fille pendant 3-4 ans. Donc, au départ, ce n'était pas ça le plan. Et finalement, avec le temps, c'est ce qui s'est passé. Alors, quand j'ai eu un deuxième bébé, c'est là que je l'ai allaité presque 3 ans. Donc, pratiquement plus que doublé le temps. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'impliquer à Nourrissources Montréal. Donc, si on veut compter en termes de jumelage, j'ai aidé des dizaines de mamans à ce moment-là. J'ai fait des centaines de haltes allaitement, donc je ne peux même pas compter le nombre de familles à qui j'ai parlé. J'ai aussi aidé à recruter et éventuellement former plusieurs bénévoles. Puis à ce moment-là, juste pour qu'on se remette en contexte, je suis nutritionniste, mais là, je suis bénévole. Donc, je n'ai pas nécessairement un bagage particulier, je n'ai pas une formation spécifique là-dedans. Je suis une maman professionnelle de la santé, oui, mais qui veut aider. Donc, c'est quand même à la portée de plusieurs personnes. Il ne faut pas se mettre la barre trop haute. Ensuite, je me suis spécialisée, donc formation en pédiatrie, formation en portage, maîtrise de portage. Puis, dès ce moment-là, j'ai donné une formation aux nutritionnistes sur l'introduction des aliments, leur rôle dans l'allaitement. Donc, je n'étais pas encore IBCLC, mais déjà, je pouvais transmettre une partie de mes connaissances. Ensuite, j'ai fait des ateliers, des consultations privées. Et je suis retournée travailler à temps partiel au CLSC. Puis là, j'ai eu un soutien d'une gestionnaire qui m'a encouragée dans mon projet de devenir IBCLC. Donc, ici, on voit, il n'y a plus nécessairement des graines qui sont semées, mais il y a plutôt un rayonnement qui commence. Donc, j'arrive tranquillement, je vais élargir le cercle de personnes que je peux aider. J'ai discuté avec des collègues, des stagiaires pour les encourager soit à allaiter ou à s'intéresser au sujet. Donc, l'avant-dernier chapitre. Donc, dans cette idée-là, à travers mon parcours, bon, bénévole, comme nutritionniste, je voulais toujours pouvoir en faire plus, de pouvoir aider plus de monde, d'aller plus loin. Donc, j'ai décidé de devenir consultante en allaitement, ce qui n'est pas une mince affaire. Puis vraiment le déclic, ce qui s'est passé, comme nutritionniste, j'ai accompagné une maman qui est enceinte de son deuxième bébé. Le premier allaitement avait été assez catastrophique. S'était découvert une hypoplasie mammaire aussi, mais elle souhaitait quand même allaiter. Donc, on a fait un plan d'allaitement. Elle savait aussi qu'elle devrait faire un régime d'éviction. Donc, on a préparé ça. Bon, l'accouchement s'est passé pas du tout comme prévu. Les débuts ont été un peu chaotiques, mais au final, elle a quand même réussi à avoir un allaitement mixte qui a duré plus de 2 ans. Donc, elle est revenue me voir éventuellement pour le sevrage de son bébé. Donc, puis à ce moment-là, j'ai senti que je voulais pouvoir faire encore plus pour elle. Donc, c'est là qu'il y a vraiment eu le déclic de dire, OK, c'est consultante, c'est ça qu'il faut que je fasse. Je veux pouvoir aider autant de mamans comme ce bébé-là et voir encore plus. J'ai eu du soutien par des consultantes, par des nutritionnistes aussi pour m'encourager, me donner des trucs, parce que c'est pas évident de devenir consultante et c'est un projet, c'est vraiment un projet, mais j'ai eu de l'aide. Puis j'ai aussi eu de l'aide de nutritionnistes qui n'étaient pas formés comme IBCLC, mais qui avaient acquis avec le temps beaucoup de connaissances, de compétences autour de l'allaitement, autour du soutien des familles. Et ça m'a beaucoup nourri aussi.
Et j'ai continué tout le long, dans le fond, mes heures pour devenir consultante, je les ai faites sous forme de bénévolat. Donc, quand j'ai un projet, il faut passer du temps bénévole. J'ai commencé à former des bénévoles d'allaitement à ce moment-là. Ensuite, j'ai été embauchée en 2017 par Nos Ressources Montréal et j'étais chargée de projet avec beaucoup de S. Je les ai mis en majuscules. Parce que c'était une époque où l'organisme n'avait pas beaucoup de ressources. Donc, OK, un petit bout de projet là, un petit bout de projet là. OK, on va faire un poste à temps partiel. Donc, j'avais beaucoup de chapeaux. Mais là, j'ai commencé à élargir le cercle en allant sur des tables de concertation, rencontrer des partenaires pour leur faire comprendre que c'était une responsabilité partagée. L'allaitement, tout le monde pouvait contribuer, les intervenants, les organismes, dans leur programmation, dans les images. Ça date pas d'hier que je fais ce genre de choses. En 2018, j'ai eu ma certification et donc j'ai continué des projets, des haltes, la pratique privée. Et là, j'ai commencé à renseigner des professionnels de la santé ou d'autres personnes qui voulaient devenir IBCLC. Et je le fais encore aujourd'hui. J'ai encore des questions, des gens qui veulent savoir comment on fait. Puis c'est une partie que j'adore faire, là. Comment progresser puis atteindre ses rêves, finalement. Et depuis 2020, j'ai le plaisir ou, je ne sais pas comment dire ça, l'honneur et le grand défi d'être directrice de Nos Ressources Montréal, où là, je vais encore plus faire de la représentation, mobilisation, travailler sur la normalisation. Donc, le cercle qui s'élargit toujours, d'être à la tête de cet organisme-là qui a plus de 300 bénévoles, qui a une équipe de 8 personnes et on dessert des milliers de familles. Donc, on voit que le cercle est toujours plus là. Puis notre objectif, c'est vraiment de tisser le village autour, de recréer ça, d'essayer de retransmettre l'allaitement. Habituellement, c'est une transmission familiale, une culture familiale. Là, on essaie de le retransmettre dans notre famille de cœur, notre tribu de cœur, les gens qui sont autour de nous. Aider beaucoup les familles immigrantes aussi à avoir un lieu, un espace, un groupe où elles peuvent se poser puis se sentir aussi entourées comme moi je l'ai été. Voilà. Et puis, le 6e chapitre, en fait, qui est une histoire à écrire. Ça, c'est mes 2 enfants aujourd'hui. Donc, Laurence qui a 8 ans, Gabriel qui a 10 ans. Pour eux, c'est normal d'être allaité. Un bébé s'est nourri du lait de sa maman. Mon gars, je ne sait pas s'il veut des enfants. Donc, on verra, mais ma fille, elle est convaincue qu'il y avait des enfants et elle veut faire le même travail que moi et elle dit très fièrement à tout le monde, ma maman, elle aide les bébés, elle aide les mamans à nourrir leurs bébés. Euh, et puis, elle en est très fière, puis elle porte la parole déjà à 8 ans. Alors voilà, c'était ma petite histoire. Merci beaucoup, Sophie. C'est très inspirant. Tes enfants sont magnifiques. Merci. Mardoché, ce serait ton tour de prendre la Ben oui, parole. merci. Alors, bravo Sophie pour cette belle présentation. Merci. Alors, laissez-moi vous partager mon écran, ce ne sera pas long. C'est bon? OK. Alors, je me représente. Mon nom est Mardoché Mertilus. Le monde m'appelle Mardo. Alors, Mardo, c'est bien correct. Père de 3 enfants. Je travaille présentement comme formateur et agent de liaison pour le regroupement pour la valorisation de la paternité. Alors, mon rôle vraiment constitue d'offrir de la formation, de vraiment s'assurer d'offrir à tout intervenant qui souhaite un peu plus inclure les pères dans les différents milieux, que ce soit des milieux communautaires ou des milieux institutionnels. Mais la raison un peu de ma présence aujourd'hui, c'est que je suis aussi instructeur périnatal. Alors, je donne des rencontres prénatales depuis maintenant 14 ans, un peu partout au Québec. Alors, beaucoup contractuels pour certains CLC, certains CRP à travers le Québec. Et l'allaitement est vraiment un sujet que je trouve qui est très, très, très important de amener de l'avant, mais surtout pour le partenaire. Parce que la majorité des gars, des fois, vont le mentionner, mais lorsqu'on parle d'allaitement, c'est une chose de maman, alors j'ai pas vraiment ma place là. Alors moi, je trouve qu'il y a une façon dont on peut commencer à parler d'allaitement avec le partenaire pour qu'il sente qu'il a sa place, premièrement, et aussi pour qu'il devienne une source de support pour maman. Parce que beaucoup de femmes vont le mentionner qu'ils voulaient allaiter,
mais ils ont malheureusement arrêté d'allaiter parce que c'était trop difficile. Mais la première personne qu'une femme va se retourner et dire ça va pas bien, d'habitude, ça va être son partenaire. Puis lui, qui est un spécialiste en allaitement, bien sûr, va faire prends un biberon, je ne le sais pas. Alors, c'est pour ça que je trouve que l'allaitement est vraiment un sujet qu'il ne faut pas juste passer à travers, mais prendre le temps de montrer au partenaire que son implication paternelle a vraiment des grosses retombées pour la réussite de l'allaitement. Alors, lorsqu'on regarde, on sait que les rôles des pères ont grandement évolué au cours des dernières années de notre société, mais en fait, les hommes s'impliquent davantage dans l'éducation des enfants et même au même titre même que les mères, mais on constate différentes implications de leur part. Alors, qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est qu'il y a différentes motivations que les hommes, des fois, vont avoir lorsqu'on parle de s'impliquer davantage. Puis, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on croit souvent, en tant que tout être humain, que pour avoir du succès, il faut être motivé. Mais c'est le contraire qui est vrai, c'est pour avoir de la motivation, il faut d'abord vivre des succès. Alors, en tant qu'intervenant qui travaillons avec ces familles-là, c'est important de faire reconnaître à ces hommes-là que ils vivent des succès, qu'ils font des choses qui sont très bien et par la suite, cet homme-là va vouloir être motivé à s'impliquer davantage. Alors, moi, lorsque je parle de s'impliquer davantage, c'est sûr que, comme j'ai mentionné, on doit lui faire vivre des succès à ce papa, mais en même temps, il faut renforcer un petit peu ce sentiment de compétence que celui-ci va avoir, parce qu'on s'entend que la majorité des hommes qui attendent un enfant, ils vont le mentionner, ils sont comme, ben, je ne sais pas trop elle est où ma place. C'est un peu maman qui me dit qu'est-ce que je dois faire. Alors, j'attends un peu qu'on me donne ma to-do list, là, comment je l'appelle, pour que je puisse poursuivre. Mais en même temps, on peut déjà, en tant qu'intervenant, reconnaître que cet homme-là a plusieurs belles qualités, a plusieurs forces, a plusieurs choses qui l'emmènent à la contribution de la famille, qui va l'aider à se sentir motivé. Alors, en tant qu'intervenant, parce que je me dis, il y a sûrement plusieurs intervenants qui sont ici, qui nous écoutent aujourd'hui, qui travaillent en périnatalité, qui travaillent dans le domaine de l'allaitement, on se demande souvent, ben, c'est quoi vraiment les leviers d'intervention qu'on peut mettre en place pour favoriser un peu ce sentiment de compétence puis augmenter, désolé, l'implication paternelle. Moi, comment est-ce que j'aime le présenter, c'est que j'utilise souvent dans mes rencontres la pyramide de Ingrid Goyette, dans le sens que j'explique souvent à les deux parents que dans notre société, malheureusement, la façon que la pyramide elle est présentée de l'autre côté. On va mettre l'emphase beaucoup sur l'allaitement sans le dire, mais c'est comme si on disait que le bébé était comme un genre de tube digestif. Tu sais? Non, il faut l'allaiter, il faut l'allaiter, il faut l'allaiter. Mais avant même d'arriver à l'allaitement, il y a plusieurs étapes qui peuvent permettre à un allaitement d'être réussi et d'être continué. Et lorsqu'on prend le temps en tant qu'intervenant de mentionner ces étapes-là aux deux parents, mais de spécifier que le père a un gros rôle à jouer par rapport à les différentes étapes, là, premièrement, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de descendre le niveau de stress que maman pourrait avoir par rapport à un allaitement ou par rapport à une chose qu'elle n'a jamais faite, mais qu'elle aimerait faire. Mais en même temps, on vient renforcer ce sentiment de compétence vers cet homme-là que lui se sent pas juste comme, bon, ben, je vais attendre qu'on me dise quoi faire, mais je sais ce que je peux mettre en place. Alors, comment est-ce que je le présente? Dans la base, on parle qu'on a besoin d'une communauté pour élever un enfant. Mais moi, je l'explique au papa dans mes rencontres que dès le début, même avant que l'enfant soit présent, de prendre le temps de connaître les différentes ressources alentour de lui, de connaître les choses qui pourraient venir aider à supporter maman et la famille aussi par rapport à l'allaitement. Puis en faisant ça, c'est que lorsque maman se retourne vers papa pour dire je ne sais pas s'il prend assez de lait, je ne sais pas si ça fonctionne, mais celui-ci peut-être est en mesure de dire hey, mais tu sais, la ressource, nos ressources, tu sais, ils ont peut-être des marraines qui pourraient nous supporter. Tu sais, au CLLC, à côté de la maison, j'ai vu qu'ils ont des séances où ce que les mères peuvent se présenter si ils auraient du trouble avec l'allaitement. Sur la première chose que, d'après moi, on doit faire dans notre société, c'est de outiller ces papas-là. Alors, une fois, parce qu'un père a besoin des choses concrètes. Alors, une fois qu'on est en mesure de leur donner des outils concrets,
celui-là est en mesure de, oui, les appliquer, mais par la suite est en mesure de voir qu'il peut par la suite monter à le besoin de proximité parce que plus que les besoins de base sont comblés, le plus qu'on peut prendre le temps d'avoir ce besoin de proximité avec notre enfant. Puis lorsqu'on prend le temps d'avoir ce besoin de proximité avec notre enfant, qu'est-ce que ça nous permet de voir? C'est que ça nous permet de comprendre comment est-ce que notre enfant communique. Et puis que par la suite, là, on est en mesure de savoir, ah, cet enfant-là, est-ce qu'il veut être allaité? Est-ce qu'il veut être tenu? Est-ce qu'il a juste besoin d'être bercé? Est-ce qu'il veut juste qu'on se fasse des petits sourires ensemble? Alors, je trouve que cette pyramide-là, lorsque je la présente comme ça à certains hommes, ça fait beaucoup plus de sens pour eux au lieu de juste leur dire, ben, tu sais, si ta femme veut allaiter, c'est important de la supporter. Parce que lui, ça ne le dit rien, ça, supporter maman qui veut allaiter. Il dit, OK, je vais lui dire, good job, lâche pas, t'es capable, tu sais, mais à la fin de la journée, comment est-ce qu'on emmène un support en tant que partenaire qui fait du sens pour maman et pour nous-mêmes, mais c'est en connaissant les différentes ressources que eux sont spécialisés par rapport à les techniques d'allaitement, par rapport à tout ça, pour venir aider maman. Et en même temps, et puis on voit la différence, comme je le vois des fois dans des rencontres postnatales avec certains groupes, et puis les femmes nous disent, oh my God, l'implication de mon partenaire pendant mon allaitement a fait toute la différence. A fait la différence que j'ai voulu persister parce qu'en même temps, c'est important aussi d'expliquer à les femmes que l'allaitement, moi, comment est-ce que je le présente, c'est comme la marche debout. Tu sais, quand notre enfant commence à se lever, commence à marcher, fait 2, 3 pas, il tombe, ben, tu sais, on le prend, on l'aide, on l'accompagne. On ne le regarde pas en lui disant, clairement, la marche debout, ce ne sera pas pour toi, on va t'acheter des genouillères, tu sais. Alors, l'allaitement, c'est la même chose. Les femmes ont besoin de support pour pouvoir arriver à un allaitement réussi, mais en même temps, les partenaires ont besoin de se sentir impliqués pour que le couple puisse vivre ça ensemble. Alors, lorsque je parle vraiment toujours de se sentir utile, les pères sont indispensables pour un allaitement réussi, comme je l'ai mentionné, mais c'est important, en tant qu'intervenant, des fois, de venir valider les émotions de ces papas-là. Parce que les papas vont le dire, tu sais, ben, il y a des sentiments d'injustice, il y a un sentiment d'impuissance, tu sais, on sent qu'on n'est pas utile, tu sais, on ne peut pas, on sent que tout ce qu'on fait, c'est jamais assez. Tu sais. Mais en même temps, en tant qu'intervenant, c'est correct de dire à un papa, ben, c'est correct que tu ressentes ces émotions-là, puis c'est correct que tu les vives. Parce que oui, peut-être qu'on n'est pas encore dans le système parfait où ce que l'homme est mis vraiment de l'avant par rapport à certaines tâches parentales, mais juste de venir valider ces émotions-là avec ce papa-là nous met en position où ce qu'on crée ce lien de confiance-là pour par la suite être en mesure de lui offrir certains outils ou même de l'aider ou de l'accompagner à ce que lui peut commencer à se valoriser un peu plus. Alors, lorsqu'on parle maintenant de soutenir le père à faire qu'il se sente vraiment utile, parce que ça, c'est une petite phrase de Sarah Hamel, pour ceux qui connaissent Sarah Hamel, elle me disait souvent, elle dit, tu sais, dans l'allaitement, là, la seule chose qui est inutile chez un homme, c'est ses mamelons. Alors, vraiment de lui faire sentir que, tu sais, il y a plusieurs choses qu'il peut faire. Puis oui, ça peut être d'aider bébé, aller prendre bébé, d'aider maman à mettre bébé au sein, mais de partager des mots d'encouragement, d'être le bouclier de la pression négative. On le sait que il y a une grosse pression comme invisible en haut de les femmes par rapport à l'allaitement. Alors, les pères peuvent s'assurer d'être un peu ce bouclier-là pour maman. Puis en même temps, de prendre soin de la famille, de prendre soin des différentes tâches dans le domicile familial. Alors oui, il y a plusieurs choses que le partenaire peut faire, puis il faut qu'on arrête ce discours de, ben, tu sais, maman allaite, papa peut changer une couche, tu sais, puis il n'y a pas juste changer les couches que le père peut faire, tu sais. Il peut avoir sa place aussi dans le domicile. Puis le plus qu'en tant que société, on est en mesure de mettre ça de l'avant, je crois que les pères vont se sentir un peu plus aptes à vouloir s'impliquer dans la vie de leur enfant.
Alors, aussi, très important d'essayer de s'éloigner des discours qui vont être uniquement centrés sur les responsabilités. Comme j'ai dit, tu sais, le papa peut faire des couches. On peut parler de, hey, comment est-ce que tu peux aller développer ton attachement? Tu sais, comment est-ce que tu peux faire en sorte que toi, tu te trouves bon en tant que père? Tu sais? Est-ce qu'on peut miser sur les forces de papa? Peut-être que papa, il a plusieurs qualités, mais le fait qu'on crée ce lien de confiance-là, qu'on apprend à se connaître, mais nous permet de pouvoir aider ce père-là à mobiliser ses forces. Alors, comment est-ce qu'on pourrait améliorer l'implication du père lors de l'allaitement? Il y a plusieurs choses. Puis au regroupement de la valorisation de la paternité, il y a différents principes qui ont été développés où ce que on parle de, en tant qu'organisation, en tant que même intervenant, c'est important d'être clair avec ses perceptions, c'est vis-à-vis les pères, premièrement. Puis si on veut avoir plus de pères impliqués dans notre organisation, mais il faut aller vers eux, ne pas attendre nécessairement que les pères viennent à nous. Puis aussi, on parle de rejoindre la paternité au sens large. On s'entend qu'en 2024, lorsqu'on parle de paternité, on ne parle pas nécessairement d'un père biologique. On parle vraiment, la paternité peut être un oncle, ça peut être un beau-père, ça peut être un grand-père. Alors, d'avoir un peu l'esprit vraiment plus ouvert lorsqu'on parle de ça. Puis, encore une fois, je l'ai mentionné un peu plus tôt, mais de travailler sur des choses pratiques et concrètes avec les hommes vont les aider pour de vrai à avoir une meilleure estime de soi et se sentir valorisés dans leurs tâches du quotidien. Mais ce qui peut nuire au sentiment de compétence, c'est le discours des fois qu'on va avoir. Alors, très, très, très important de séparer les mauvais discours, mais d'utiliser le mot père. Je sais qu'on veut être inclusif puis qu'on utilise le mot parent, mais en même temps, beaucoup de pères aujourd'hui se sentent pères. Alors, d'utiliser le mot père lorsqu'on essaie de les rejoindre peut nous aider vraiment à aller chercher ses papas. Alors, je voulais vous présenter aussi certains besoins non comblés que les pères vont mentionner et puis qui peuvent nous aider en tant qu'intervenants de se dire, tu sais quoi? Il faut qu'on parle de ces sujets-là. Alors, on parle de le besoin d'intimité physique et psychologique. On parle de besoin de complicité, le besoin de se sentir désiré et aimé, qui est un besoin de tout le monde. Mais les pères vont le dire, c'est fort, tu sais, parce que une fois qu'on dirait que maman commence à allaiter, ils voient l'attachement entre maman et l'enfant, puis il se dit, je ne sais plus est où ma place, est-ce que ma femme me désire encore ou pas? Alors, ce sont des discussions que les pères aiment entendre. Le besoin d'avoir du temps pour soi, le besoin de tranquillité, le besoin de sommeil, mais je pense qu'en étant parent, on a tous besoin de sommeil, mais c'est quand même un besoin qui mentionne, mais aussi le besoin sexuel, puis etc. Puis lorsqu'on parle de sexualité, il y a beaucoup d'hommes encore aujourd'hui qui se disent, ben, je ne sais pas comment ça va fonctionner, tu sais, nos relations, une fois que bébé sera là. Alors, ce sont des besoins qu'en tant qu'intervenant, si on a la chance de les aborder avec ces papas-là, il faudrait le faire parce qu'ils aimeraient ça en parler. Je veux vous parler aussi d'un petit concept. Oui, lorsque les besoins ne sont pas comblés, bien sûr, les papas ont tendance à moins prendre conscience, à moins prendre leurs responsabilités, mais il y a un concept que je trouve qui est très, très, très intéressant par rapport à l'allaitement, qui est le concept de overtouch. Encore une fois, c'est Sarah Hamel qui me le présentait, puis elle me disait, tu sais, il y a beaucoup de papas qui vont mentionner, « Hey, je rentre à la maison, maman est en train d'allaiter, tu sais, peut-être que j'ai envie de coller ma blonde, tu sais, puis elle me repousse un peu. Pourquoi? Mais c'est le concept d'être overtouch. Puis je pense que c'est important de l'expliquer à certains hommes que ce n'est pas quelque chose de méchant que maman, elle fait. C'est pas contre lui. C'est juste le fait d'avoir un enfant après elle toute la journée. Des fois, elle a peut-être besoin d'un petit recul avant de sentir que quelqu'un veut la toucher ou quoi que ce soit. Alors, juste d'être en mesure d'expliquer ce petit concept à ces hommes-là, on est en mesure aussi de les rassurer par rapport à ce besoin d'être désiré, comme je mentionnais tantôt, parce qu'ils se disent, ben là, tu sais, le bébé est après elle, je la touche, elle réagit, elle me veut plus. Alors, des fois, ce sont des discussions que j'encourage beaucoup les intervenants à avoir quand même avec ses papas si vous en avez la chance. Et aussi, les reproches, c'est le pire ennemi
OK, de la motivation. Alors, certaines personnes utilisent les reproches dans l'espoir que l'autre prenne conscience qu'il doit en faire plus, mais malheureusement, c'est plutôt le contraire qui se passe. Les reproches activent les défenses et ne font que créer un fossé relationnel entre les parents. Alors, si on a la chance aussi de travailler beaucoup avec les mamans, de leur expliquer que dans la communication, des fois, entre couples, je le sais que ça peut être difficile, mais si on s'éloigne un peu plus des reproches, puis qu'on travaille un petit peu plus sur ce concept de comment est-ce qu'on peut communiquer ensemble, comment est-ce que je peux te partager, qu'est-ce que je sens, sans nécessairement te dire que tu n'en fais pas assez, on est en mesure de faire vraiment une belle différence. Alors, mais je vous remercie beaucoup, le MAC, de m'avoir donné cette opportunité-là de venir jaser avec vous et ne jamais oublier que les pères veulent s'impliquer. Puis la majorité des pères veulent que maman allaite. C'est juste qu'ils ne savent pas comment aider maman. Alors, trouvons un moyen de vraiment aider ces papas-là et de les supporter dans ce processus d'allaitement. Alors, merci beaucoup. Alors, maintenant, je passerai la parole à ma collègue Isabelle Piquant pour poursuivre. Merci Mardoché, merci Sophie, merci à tout le monde de m'avoir invité. Merci au MAC. Le MAC sait que je suis très anxieuse de pouvoir vous présenter faire ma présentation que je vais vous partager. C'est ça. On a fait les tests tout à l'heure, hein, donc ça devrait être vraiment correct. Et puis, voilà. Plein écran. Est-ce que c'est comme ça, c'est correct? C'est parfait. C'est parfait. Oui. Alors, moi, je vais me présenter aussi sommairement. Je m'appelle Isabelle Piquant. Je travaille au comité de soutien aux parents aux études de l'UQAM. Donc, on fait faire une différence dans le parcours d'allaitement. Il y avait effectivement le tour d'horizon précédent sur les parcours, sur le collectif. Là, c'est plutôt sur l'individuel. Donc, j'ai essayé d'orienter cette présentation-là sur ce que j'ai fait jusqu'à présent ou ce que j'essaie de faire dans un milieu d'enseignement supérieur, qui est donc l'UQAM actuellement. Et avant de continuer, je vais vous présenter d'abord le CSPE. Donc, le comité de soutien aux parents aux études de l'UQAM, c'est une association étudiante en fait qui est reconnue comme un groupe d'envergure. Donc, on a un budget qui est directement perçu sur les factures de l'ensemble des étudiants de l'UQAM. Donc, ce budget-là nous permet de fonctionner, de proposer des activités, des services surtout pour nos parents aux études. C'est un organisme à but non lucratif, donc il y a un conseil d'administration et puis des étudiants qui sont élus, donc 13 membres étudiants, donc des réalités actuellement, notre conseil d'administration, c'est des parents aux études, donc des parents qui sont déjà aux études, qui s'impliquent et des mamans. On a un papa dans notre conseil d'administration, un papa très impliqué aussi. Et puis, l'organisme a plusieurs employés dont je fais partie et une coordinatrice générale. Et on a surtout depuis 2023 ouvert une halte garderie qu'on gère nous-mêmes. Et dans le parcours d'allaitement, une halte garderie, c'est aussi un atout extraordinaire pour nos mamans qui veulent poursuivre l'allaitement tout en continuant leurs études. Sa mission, c'est en fait faciliter la conciliation de famille, études, souvent travail, pour nos parents qui, quand ils reprennent des études universitaires, ont besoin de travailler pour payer leurs études et continuer ce parcours-là académique. Donc, on a cette mission-là de faciliter cette conciliation, mais d'améliorer aussi leurs conditions socio-économiques. Tout ça toujours dans une perspective d'accessibilité aux études. Puis, ce qu'on souhaite aussi, c'est développer l'entraide et la solidarité entre les membres. Donc, les membres non-parents de la communauté ukamienne et puis les membres parents. Et donc, favoriser leur visibilité, leur reconnaissance pour sensibiliser, en tout cas, toute la communauté ukamienne aux défis que les parents peuvent rencontrer lorsqu'ils décident de reprendre des études. Puis ça fait partie, oui, des gros travails. Donc, moi, dans tout cela, je suis responsable des dossiers politiques et des communications. Je suis ici en poste depuis novembre 2022.
Je suis maman aussi, j'ai allaité mes enfants qui sont maintenant de grands enfants, puisqu'ils sont eux-mêmes à l'université, au cégep et à l'université. Je les ai allaités pratiquement 2 ans tous les deux, donc complètement. Donc, puis à l'époque aussi, je n'avais personne, comme Sophie, je n'avais personne dans mon entourage qui l'avait fait. Donc j'ai subi le « mais pourquoi tu fais ça? Décroche-le de ton sein. Tu l'habitues pas. » Enfin bon, j'ai eu toute cette pression, Mardochée en a parlé, la pression négative qu'il peut y avoir. Et puis, j'avais un partenaire qui était aussi dépassé complètement, qui aurait bien aimé rencontrer un Mardochée sur sa route, certainement, pour l'aider à me soutenir, en tout cas. Donc, mais on n'avait pas toutes ces ressources-là à l'époque. Donc, j'ai une sensibilité, bien entendu, à l'allaitement, mais c'est pas mon travail, enfin, c'est pas ce que je fais en tant que tel. Dans ce que je fais dans mon quotidien, dans le cadre du comité de soutien aux parents aux études, parce que j'accueille les parents pour les écouter, les conseiller, les orienter vers des ressources et leur proposer un soutien aux enjeux de conciliation qu'ils ont à un moment T dans leur parcours académique. Et l'allaitement et l'expression du lait va faire partie des enjeux que des mamans vont avoir pour pouvoir concilier la reprise des études, ou en tout cas la poursuite des études, et le fait de vouloir continuer l'allaitement. Donc, quand elles reviennent à l'université ou quand elles sont à l'université, qu'elles voient que l'environnement est favorable à l'allaitement, ben, ça va avoir une incidence sur leur volonté de continuer l'allaitement et avec un grand « et » de poursuivre leurs études. Donc, on est vraiment dans ce soutien-là pour la conciliation. J'ai mis sur ma présentation qu'il y avait des défis dans le milieu dans lequel nous sommes. Donc, oui, on a eu des défis. Puis je m'en suis plus aperçue quand le MAC a fait un appel de projet visant à rendre les environnements favorables à l'allaitement dans les milieux d'enseignement. J'ai tout de suite sauté sur l'occasion. J'ai dit à ma coordonnatrice, yep, allons-y, est-ce qu'on propose notre candidature? Elle a dit oui, bingo. Puis on a eu la subvention. Donc, une subvention non récurrente, mais on l'a eu l'année dernière, puis on est en fin de projet puisque c'était sur un an. On a notre édition de compte auprès du MAC là, au mois de juin. Et puis, en répondant à cet appel, on avait comme objectif principal, on s'est dit, bon, on va acheter du mobilier, du matériel adapté pour rendre nos locaux d'allaitement fonctionnels pour nos mamans aux études. Puis sensibiliser l'administration pour que l'université devienne véritablement un milieu favorable à l'allaitement. Parce qu'on peut dire qu'on l'est, mais si on met rien en phase ou en fonction pour que ça le devienne, ça devient que des mots, puis les mamans se retrouvent toujours avec des obstacles à vivre. Donc, quand on parle d'obstacles, je vais vous le dire tout à l'heure, mais il y en a certains. Puis on se disait qu'en sensibilisant l'université, le fait d'avoir une reddition de compte et rentrer dans le cadre d'un projet, ça mettait une petite pression supplémentaire à l'administration pour nous répondre plus ou moins vite. Je dois vous avouer que ça a fonctionné pas tout, mais parce que justement, quand on est dans un gros bateau comme une université, en particulier l'UQAM, et puis là, c'est très spécifique à l'UQAM, je représente aucunement les universités, les milieux universitaires, mais on s'est aperçu que d'abord, l'université, il y avait de multiples partenaires. On ne peut pas se décider d'un seul coup d'ouvrir un local d'allaitement et dire, bon, vous pourrez venir quand vous voulez. Non. Il faut que ça passe par d'abord les autorisations auprès des services à la vie étudiante. Il faut que ça passe auprès de la prévention en termes d'accessibilité pour que ces locaux soient accessibles. Nous, on voudrait une accessibilité universelle. Ce n'est pas possible. Donc, on a un local institutionnel qui est dans un des pavillons parce qu'en fait, ils sont deux, qui est ouvert avec une carte, un lecteur de carte, mais il faut s'enregistrer. C'est un 72 heures d'abord, avant d'être enregistré, puis c'est pour un an, c'est renouvelable. Donc, on ne peut pas aller dans le local d'allaitement d'un seul coup. Donc, une maman qui a un sein engorgé, quel bébé-là, il faut qu'elle se soit enregistrée ou il faut qu'elle passe par le bureau de la sécurité qui demander la clé pour qu'il vienne l'ouvrir. Donc, vous voyez, ça complique toutes les choses. Puis l'autre local, c'est nous qui l'opérons dans notre local associatif. Donc là, nous, on est ouvert sur des heures de bureau. Et on voudrait laisser ouvert en dehors des heures de bureau parce que les cours sont aussi du soir, sont aussi le samedi et le dimanche. Donc là, c'est aussi tout un travail à faire avec la prévention parce qu'il y a des normes de sécurité qu'il faut respecter. Donc, c'est un des obstacles, puis on est encore en train de travailler là-dessus.
je parle en jeu parce que là, c'est moi qui me suis approprié ce dossier-là au sein du comité. Quand on disait différence individuelle, là, je me suis embarquée dans ce dossier-là. Puis, on s'aperçoit aussi en termes de communication, c'est-à-dire qu'on a un gros bateau qui communique avec différents services qui ne communiquent pas spécialement ensemble, ce qui fait que quand on parle à l'un pour avoir une autorisation, puis qu'on se dit « yes », on l'a eu finalement au bout de je ne sais combien de rencontres et d'explications, de justifications, puis on arrive à l'autre service qui nous dit « ah non, non, il me faut ça ». Bon, donc là, on repart à zéro, ce qui fait que ça a compliqué. On est à 1 an de projet, on est encore sur plein de choses. Donc, la communication avec différents partenaires qui ne travaillent pas ensemble, l'accessibilité à nos locaux, ça a été beaucoup d'obstacles. Ça l'est encore pour beaucoup. Malgré tout, on a fait des choses très, très positives. Donc là, vous avez une photo. Ce n'est pas des photos d'artistes, hein, c'est moi qui les ai prises. Donc, notre local, on a donc, je vous disais, 2 locaux d'allaitement, un local institutionnel. Quand je dis institutionnel, c'est qu'il doit être géré par l'institution, ce qui n'est pas vraiment le cas actuellement puisqu'on s'en charge. Et puis, un local qui est le local d'allaitement qui est inséré dans notre local associatif, donc dans un coin. Donc, on a acheté, grâce à la subvention du MAC, on a pu acheter tout le matériel qui nous permet de proposer, puis dans le local institutionnel aussi, qui nous permet d'accueillir nos mamans. Puis, on a dans la petite photo du haut, une cloison. Là, je l'ai ouverte pour vous montrer, mais c'est pour intimiser. L'allaitement, souvent, quand nos mamans viennent ici, elles n'ont pas besoin d'intimité parce que elles savent qu'elles sont dans un endroit qui les accueille pleinement. Donc, même s'il y a d'autres parents qui sont là, il n'y a aucun problème. C'est souvent pour l'expression du lait, parce que c'est tout le mécanisme qui fait que, donc, il y a des mamans qui souhaitent plus avoir cette intimité-là. Donc, on a une cloison qui est amovible, bien entendu, puis qui se met quand on veut. Donc, donc moi, c'est ça j'ai fait c'est ma partie actuelle en tant qu'individu au sein du comité de soutien parents aux études et au sein de l'université. C'est ce que j'ai fait, donc plus concrètement, et c'est très concret. J'ai aussi, l'UQAM est en train de travailler sur une politique relative à la parentalité et la proche aidance étudiante. Donc, j'avais travaillé avec Marie-Michel du MAC justement pour voir, on voulait absolument que dans cette politique-là, qui est encore en cours de consultation, puis qui passe dans les différentes commissions des études, conseils d'administration, etc., services juridiques, que l'allaitement soit véritablement, moi je l'avais mis dans le préambule, je l'avais proposé au comité institutionnel qui travaillait sur l'élaboration. Il n'est plus dans la partie sur l'allaitement n'est plus dans le préambule après les différentes consultations, mais on est dans un article 6 qui concerne l'engagement de la communauté. Donc, je vais vous le lire. Il y a 2 points. C'est de reconnaître que l'allaitement dans un espace public est un geste naturel et un droit inaliénable et non un geste d'exhibition. Donc, ça, c'est ce qui apparaîtra dans notre politique. Et le 2e point dans cet article, c'est reconnaître que la présence d'enfants en classe, parce que ça vient avec parfois, j'en parlerai tout à l'heure, parce que les mamans n'allaitent pas que dans notre local, mais peuvent aussi allaiter dans des cours, dans nos cours, peut être admise à titre exceptionnel et que ceci peut constituer un aménagement académique pertinent parmi d'autres. Donc ça, c'est important pour nous, que ça fait partie de ce qu'on va favoriser pour concilier cette famille étude. Dans la mesure où les règles de sécurité, bien entendu, le permettent et que la personne enseignante juge que cela n'entrave pas le bon déroulement des activités académiques pour le groupe cours. Donc, on a réussi, même si ce n'est plus dans le préambule, on a quand même réussi à ce que ça soit un des engagements de l'université dans cette politique qui devrait être mise en application à l'automne 24, l'hiver 25, dépendamment de comment ça va arriver dans les différentes institutions. Ce que j'ai fait, que j'ai continué de faire, c'est que j'ai rencontré, on a à l'université une bibliothèque centrale, au campus central, qui est en voie de métamorphose. Donc, dans ce cadre-là, je suis allée rencontrer la coordonnatrice, bibliothécaire, coordonnatrice, en lui disant la bibliothèque, ça serait un bon lieu pour avoir une salle d'allaitement, mon Dieu, une salle pour les parents, puis une salle d'allaitement, parce que l'horaire est beaucoup plus large, parce que c'est des endroits qui sont calmes, qui sont facilement aménageables,
Donc, c'est comme de la pression, de l'obéisme, là. Je suis sur le dossier par rapport à la bibliothèque. Et puis, c'est central parce que c'est au sein du campus. C'est plus facile que dans un local associatif qui est ouvert de 9 h à 16 h 30. Après, il faut aller à la sécurité pour récupérer la clé, revenir, demander une autorisation. C'est tout un trafic pour nos mamans, là, quand elles ont besoin. On est un peu délinquants, je vais vous le dire, mais non, ben, je vais pas le dire en gros parce qu'on est en large, mais on essaie de trouver des accommodements plus pour avoir une accessibilité plus grande dans ce local-là. Puis, il y avait eu pour ce projet de métamorphose un sondage qui était passé à l'intérieur de la communauté ucamienne. Donc là, on avait beaucoup mobilisé nos parents aux études et les associations étudiantes pour aller répondre et dire, dites que vous voulez un local d'allaitement puis une salle pour les parents-enfants dans cette nouvelle bibliothèque 2.0. Donc, on a fait beaucoup là-dessus. Donc ça, c'est ce que j'ai fait jusqu'à présent, puis la subvention du MAC m'a beaucoup aidé. Puis qu'est-ce que je peux continuer de faire en tant qu'individu? Ben, toujours dans ce cadre-là, c'est de sensibiliser les différents partenaires, ce que j'ai commencé de faire, mais ce que je continue de faire. Donc, différents partenaires, je vous disais tout à l'heure, qui ne se parlent pas toujours. Et donc, je suis dans différentes instances. Donc, je discute avec les différents corps professionnels au travers des syndicats. Donc, les syndicats des professeurs, les syndicats des chargés de cours, les syndicats des professionnels, les étudiants par l'intermédiaire des associations étudiantes, parce que ce sont des alliés importants pour nous, les parents aux études. Les parents aux études font partie de toutes ces associations-là. Ils ne font pas partie que du comité. Nous, on leur apporte des services, on les aide, on les soutient, mais ça reste avant tout des étudiants. Ils ont un parcours atypique, mais c'est des étudiants. On est aussi, je travaille beaucoup avec les délégués étudiants au conseil d'administration de l'UQAM, donc là où les décisions sont prises, donc notre fameuse politique là, qui s'appelle la politique 12, qui devrait s'appeler comme ça. Je travaille beaucoup aussi avec le bureau. On a un bureau de l'inclusion et de la réussite étudiante qui a un volet parents aux études. Donc, la personne qui s'occupe des parents aux études, donc toujours dans cette facilitation de conciliation famille, études et travail. Donc, on travaille beaucoup ensemble pour justement trouver, parce que il arrive parfois qu'on ait besoin de trouver des accommodements. Le local, c'est correct, mais des accommodements avec des professeurs ou des chargés de cours en demandant, par exemple, vous allez voir dans les témoignages, mais des mamans qui ont besoin d'allaiter ou d'exprimer leur lait à temps de temps, donc ils doivent quitter le cours pour le faire parce qu'elles ne le feront pas en cours, puis qu'ils doivent revenir. Donc, parfois, elles ratent quelques minutes ou quelques... Donc, c'est des accommodements toujours qu'on trouve, ou de pouvoir allaiter en classe. Donc, on travaille beaucoup ensemble. Puis, en fait, dans les discussions qu'on a et dans les discussions que j'ai, en tout cas avec tous ces différents partenaires, c'est de vraiment sensibiliser. Je parle de l'administration, bien entendu, il y a l'administration en tant que telle, là, les services à la vie étudiante, toutes les personnes avec lesquelles on est en contact de toute façon, parce que la communauté des étudiants, c'est la même, qu'elles soient parents aux études ou pas, même s'il y a des défis particuliers, c'est la même pour tout le monde. Donc, on doit travailler ensemble. Donc, c'est l'importance de rendre les milieux favorables à l'allaitement, donc pour permettre aux mamans de faire un choix libre et éclairé. C'est vraiment ça ce que je leur dis, d'allaiter ou d'exprimer leur lait tout en poursuivant leurs études. Elles doivent être capables de se dire, quand elles vont reprendre leurs études, est-ce que je peux le faire? Et est-ce que l'environnement dans lequel je suis, donc le milieu d'enseignement, me permet de le faire sans obstacle, sans contrainte? Donc, ça, c'est ce qu'on veut. Donc, on a une politique EDI, là, équité, diversité, inclusion, là, dans toutes les universités ou dans beaucoup de milieux. Ben, on veut que l'allaitement soit pris en considération dans cette politique. Ça fait partie aussi de l'inclusion, puis de l'équité aussi qu'on peut apporter à nos étudiants et à nos mamans étudiantes. Donc, ce que je continue de faire, c'est de communiquer aussi le plus clairement, alors simplement au niveau des emplacements des locaux dédiés à l'allaitement, puis des emplacements des tables à langer, parce que c'est important, on en a partout dans l'UQAM. Puis une communication qui est aussi de façon uniforme, parce qu'on touche les parents aux études, parce que je m'occupe des parents aux études, mais nos locaux d'allaitement qui sont donc institutionnels, c'est aussi pour les employés, donc pour les mamans employées qui décident d'allaiter. Donc souvent, c'est là le lien est difficile à faire aussi parce que c'est comme s'il y avait deux entités, les étudiants d'un côté, les employés de l'autre, comme si ça ne pouvait pas communiquer. Donc, on essaie de travailler pour avoir une communication uniforme. Puis, vous voyez, sur le site, c'est tout bête, mais c'est un plan interactif sur le site Internet de l'UQAM. Il a été mis à jour il y a 2 semaines.
Et je peux dire, j'en ai eu des rencontres pour le mettre à jour, simplement pour ça, parce qu'il faut travailler avec justement le service de communication, la prévention. C'est que tout devient très vite quelque chose de compliqué, alors que nous, ça nous paraît simple. Et puis, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'accompagne beaucoup les demandes d'accommodement en lien avec l'allaitement. Donc, pouvoir allaiter ou alors changer des cours simplement qui vont permettre de pouvoir continuer l'allaitement, avoir cette flexibilité. Alors, on travaille avec les directions de programme, avec les professeurs, bien entendu, parfois les directions de programme, parce que la maman qui veut reprendre des études, elle s'en occupe avant la reprise des études, pas au moment où elle va reprendre. Donc, elle veut être capable de voir quel cours elle est capable de prendre pour continuer son allaitement, ou que son partenaire ou sa partenaire lui emmène le bébé à l'école, enfin à l'université, j'ai l'école, mais bon, on est avec des grands là, à l'université. Donc, c'est des accommodements-là, mais là, je travaille beaucoup en collaboration avec la personne du BIRE, justement, du Bureau de l'inclusion et de la réussite étudiante. Ben, c'est ça, bon. C'est continuer, en fait. Oh, ben, tout s'avance, excusez-moi, là, tout s'avance vite sans que je fasse. En fait, j'arrive à la fin, c'est que pour faire une différence, même minime, je réfléchissais beaucoup, le fait avoir été invitée, c'est de savoir, ça m'a permis de m'asseoir et puis de me dire, est-ce que j'ai vraiment fait une différence depuis que on a postulé, enfin, on a posé notre candidature pour cet appel à projet? Je pense que oui, elle est minime peut-être, mais je pense que oui. Puis on s'est positionné, ça a permis de positionner le comité de soutien parents aux études de façon beaucoup plus ferme sur la nécessité d'intégrer le fait que l'allaitement doit faire partie des accommodements, doit faire partie doit être prise en charge et prise en compte par l'université pour que ce soit véritablement un lieu favorable à l'allaitement. Donc, je continue de répondre au mieux à l'expression des besoins des personnes qui viennent au CSPE. Donc, toujours pour que ça soit pas un obstacle. Donc, je conseille, je dirige vers les personnes ou meilleurs services, parce que parfois, c'est pas moi qui ai la bonne réponse, mais je crée des services. Ben, parler de Nourrissources ou le MAC, ben ça, c'est des ressources vers lesquelles j'oriente aussi beaucoup nos mamans pour aller chercher des ressources extérieures qui vont les accompagner. On propose, c'est avoir réussi à proposer un endroit chaleureux puis accueillant nos mamans sont heureuses d'être ici, quand elles viennent ici avec leurs petits ou leurs petites. J'essaie de rester toujours à l'écoute de leurs besoins, même si j'ai pas la réponse à tout, pour être sûre que le choix qu'elles ont décidé de faire, ben, il est pris en compte ici, à l'université. Puis même si on essaie d'enlever le maximum d'obstacles, ben, il en reste encore, puis on va essayer de le faire ensemble, de passer au travers ensemble pour pas qu'elles arrêtent d'allaiter. Parce que puis les solutions sont toujours très adaptées. Il faut les adapter à chaque situation parce que c'est très individuel. Parfois, il n'y a pas de partenaire. Parfois, c'est des partenaires qui ne s'impliquent pas. Parfois, c'est des partenaires qui s'impliquent beaucoup. Il y en a, on s'occupe beaucoup de mamans monoparentales, donc, ou de communautés d'étudiants issus de la communauté internationale, donc, qui ont aussi un autre rapport par rapport à l'allaitement, par rapport au fait de garder leur enfant. Sophie nous en parlait tout à l'heure avec ses différents voyages. Donc, ça aussi, c'est important à prendre en compte. Et puis, j'ai demandé à des mamans, on a plusieurs mamans qui viennent, donc des mamans de donner leur témoignage. Donc, on a une maman, c'est deux mamans qui allaitent, qui expriment maintenant leur lait. Puis, je vous laisse lire, mais je résume. C'est des mamans qui ont vous voyez, la première a un bébé de 13 mois. Puis, c'est sûr que c'est difficile de tirer son lait quand elle est en cours. Donc, l'avantage, c'est d'avoir un endroit où elle puisse venir le faire, même si elle dit qu'ici, c'est super. Malgré tout, le campus est assez vaste. Donc, quand tu as un cours qui est à l'autre bout de là où nous sommes situés, ben, il est difficile de se rendre tout de suite parce que souvent, ça arrive sur la pause ou avant. On ne calcule pas véritablement, même si elle essaie. Donc, elle aimerait qu'il y ait plus d'endroits prévus pour les mamans qui allaitent. Et puis, parce que dans nos deux locaux, vous ne le voyez pas dans les photos, mais on a des réfrigérateurs, puisque c'est important d'avoir un réfrigérateur pour conserver le lait, justement. Parce que quand il y a plusieurs cours, parfois, ben, il faut qu'elle garde et qu'elle puisse le réfrigérer. Puis, on a une autre maman étudiante qui, elle, utilise beaucoup notre local. Ben là,
on est un peu délinquant pour l'accessibilité, justement, pour qu'elle puisse l'utiliser pleinement par rapport à ses horaires de cours, parce qu'il y a des cours du soir et puis des cours de fin de semaine, et là, nous ne sommes pas là, puis elle a besoin quand même d'exprimer son lait, puis de le mettre au réfrigérateur. Donc, on a ce local-là. Donc, on travaille fort là-dessus pour que ce soit qu'on puisse le faire de façon plus ouverte, là. Puis, elle nous parlait de la halte garderie. Je vous en ai parlé au tout début. On a une halte garderie donc, qui a des horaires flexibles. C'est le but de la halte garderie. Donc, les mamans peuvent venir emmener leur bébé à la halte garderie parce qu'on les accueille à partir de 6 mois. Puis, si les mamans qui prolongent leur allaitement, même au-delà, là, on a notre maman de 13 mois, mais même au-delà, elles peuvent venir déposer leur enfant à la halte garderie et venir quand elles veulent à la halte garderie pour allaiter, pour prendre un moment. Mardoché parlait tout à l'heure du besoin d'être ensemble, de se coller, ben, un peu rester collé un petit bout avec, avec leur enfant dans notre halte garderie. On laisse cet espace-là aussi. Donc, on a l'espace locatif, donc le local d'allaitement pur, on va dire, puis la halte garderie quand on a un enfant qui y est. Puis, comme vous le voyez, elle nous a mentionné des obstacles. Bon, elle a des professeurs qui sont très ouverts, on a discuté avec elle, mais il y en a d'autres pour lesquels on est obligé d'intervenir, malheureusement, d'expliquer, de faire preuve de bienveillance ou en tout cas d'ouverture d'esprit. Puis qu'elle nous dit qu'elle a l'appui de tout membre de la communauté camienne n'est pas à négliger parce que c'est sûr qu'il faut que tout le monde soit dans le même bateau. Ta pyramide là, du besoin, la nécessité de la communauté, ben, elle intervient, elle est vraiment, vraiment là-dedans. Donc, pour conclure, ce que je voudrais dire, c'est que d'abord, je l'avais mentionné à Marie-Michel, puis Raphaël et puis Dumac, mais c'est de dire un grand bravo à ces mamans et à leur entourage pour leur détermination, pour avoir eu l'envie, pour avoir la confiance, comme tu disais, Sophie, c'est de se dire, ben oui, je veux le faire, oui, je veux continuer à le faire. Donc, bravo, bravo. Puis, je pense que c'est elle qui participe vraiment au changement. De mentalité, de se dire que oui, l'allaitement, ça fait partie de la vie, c'est naturel, point. Puis aidons-nous à les aider tous ensemble. Donc, moi, je participe à ce changement au travers du CSPE, puis le CSPE, le comité aussi participe. Mais même si elles sont extrêmement si on peut les féliciter, enfin, en tout cas, moi, je trouve ça formidable. Puis j'ai beaucoup de discussions avec ces mamans qui viennent parce qu'elles sont à côté de moi, bien souvent, quand elles viennent ici. C'est qu'elles ne doivent pas être seules à porter cela. Puis ça peut-être fait le jeu de ce qu'on disait dans le précédent tour d'horizon, c'est que ça doit être le collectif. On a beau à faire des interventions très individuelles, mais il faut que le collectif soit fort au-dessus pour les soutenir adéquatement. Pour que ce choix d'allaiter, ce soit un choix qui se fasse en toute connaissance de cause. Il n'y a pas d'obstacle, je peux continuer mes études et puis faut qu'on mette tout en œuvre. Donc la communauté, puis c'est là où on continue le travail, là, pour les accompagner au mieux dans ce parcours académique et puis pour les accompagner vers la réussite aussi là-dedans. Donc, je parle beaucoup des mamans. J'ai mis de côté l'entourage, mais l'entourage, bien entendu, Mardoché le disait, c'est extrêmement important. Nous, on le voit pas, mais il est souvent invisible, mais il est là, il est présent. Puis nos mamans nous le reflètent beaucoup. Puis quand elles n'ont pas de réseau, elles se sentent vraiment démunies. Donc, l'université, qu'on soit là pour pouvoir les accueillir dans tout ce qu'elles ont vu, puis dans tous leurs doutes aussi, parce que parfois, c'est des doutes, là, ça vient avec des doutes, continuer l'allaitement ou le poursuivre. Donc, c'est de pouvoir les accompagner. Donc, j'espère faire une différence, en tout cas, un petit peu. Et puis merci de m'avoir permis de parler de tout ça, parce que c'est vraiment... en tout cas, j'ai pas découvert un monde, mais ça me permet vraiment... on fait de belles choses. Merci Sophie, merci Mardoché, merci Mac. Vraiment. Merci Isabelle, tu es tellement inspirante et passionnée, c'était vraiment beau de t'entendre. Merci énormément. Si tu pouvais arrêter ton Oui, partage, c'est exactement ce que je vais essayer de faire. Merci. On va y aller rapidement pour les questions. Je vais commencer par la première. Donc, une question pour Sophie. Pourrais-tu nous donner un exemple de changement d'attitude significatif au cours de ta pratique de bénévole, puis consultante?
J'en aurais deux. Donc, des choses que j'ai appris. Je vais commencer par la deuxième que j'ai appris, parce qu'on a la chance d'avoir Marteau avec nous aujourd'hui. En 2019-2020, j'ai fait un projet sur la coparentalité à Nourrissource Montréal et c'est Mardo qui nous a accompagnés du RVP. Et ça a changé la façon dont on l'aborde dans l'organisme, mais aussi moi, ma façon de l'aborder avec les parents. Donc, et les pères qui viennent et la façon dont je l'explique avec les bénévoles, avec l'équipe. Donc, on peut dire que les interventions que Mardo a fait à cette époque continuent de rayonner très largement à Montréal. Donc, c'est à la fois quelque chose qui a changé dans ma pratique de bien des gens, mais aussi montrer qu'une formation, un accompagnement, quelque chose qui a été fait il y a 5 ans, ben, ça continue à prendre de l'expansion. Puis l'autre chose que j'ai appris beaucoup plus tôt dans l'aventure, quand on est passionné d'allaitement, quand on veut aider, on a tendance à vouloir donner beaucoup d'informations ou de conseils. Donc, la maman, peu importe, c'est ton amie, c'est ta collègue, c'est une maman que tu accompagnes comme bénévole, une cliente, une dame que tu croises avec qui tu jases au parc, qui va se mettre à parler, ah, j'ai ci, j'ai ça, il y a ça qui se passe. Là, on se lance dans les conseils, on se lance dans les recommandations. Ah, connais-tu ça? La chose que j'ai appris, c'est que c'est important d'abord de les écouter. Donc, si dans la conversation, on parle plus que 50% du temps, ça veut dire qu'on n'est pas en train d'écouter. Et les questions qu'on posera, c'est pour guider un peu, pour aller chercher l'information. Puis souvent, tout ce qu'on a besoin de savoir va être là quand les parents vont se confier. C'est important de raconter notre histoire, mais ça l'est aussi pour les parents. Donc, on met de côté notre histoire, nos opinions sur ce qui se passe, on les écoute. On écoute leur récit, leur histoire, puis on répond à leurs besoins. C'est quoi la première chose? Pourquoi ils t'ont parlé? C'est quoi le besoin? Il faut d'abord répondre à ce besoin-là. Comme Mardo disait, les besoins de base. Après ça, on adressera le reste, s'il reste quelque chose à adresser. Puis souvent, ce que je vais avoir tendance à faire, c'est leur demander c'était quoi ton objectif par rapport à l'allaitement ou c'était quoi votre objectif familial avec le conjoint. Et puis aujourd'hui, c'est quoi? Puis là, ça peut guider un peu l'intensité ou vers quoi on s'en va. Souvent, ils ont déjà plein d'informations, puis ça vient juste les ramener des fois, dire OK, c'était ça que je voulais. Là, aujourd'hui, je suis un peu découragée, mais c'est encore ça que je veux. OK, fait que je vais continuer. Ou pas. Des fois, ça prend une autre direction, mais ça, c'est les petits trucs que j'ai appris qui font vraiment un grand bout de chemin. Super, merci beaucoup. On avait reçu un commentaire dans le chat suite à ta présentation. Karine, est-ce que tu voudrais nous le lire parce que c'est vraiment un beau commentaire? Oui, ben c'est bon, on rebondit sur la réponse de Sophie. C'est Marie-Philippe Beaulieu qui dit « Je comprends tellement tout ce vécu. C'est fou comme on peut complètement changer notre vécu et celui des autres quand on embarque dans la maternité, mais aussi dans le monde de la périnatalité. Je suis éducatrice spécialisée de formation. Quand j'étais enceinte de mon premier enfant, j'avais aucun intérêt pour l'allaitement. Je voyais les publications d'allaitement sympathiques sur Facebook, je ne comprenais pas. Oh, excusez, attendez, il y a quelqu'un qui a commenté, puis mon texte a disparu. Je suis désolée. Je ne comprenais pas. 4 ans plus tard, je suis maintenant accompagnante à la naissance et j'ai allaité mes 2 enfants, 14 mois chacun. Raphaël, oui, OK, donc vous m'entendez très peu. Je vais reprendre, Karine, merci. Oui, je vais te laisser aller parce qu'en fait, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un commente, le texte, il remonte puis il s'en va. Hein? Alors, c'est correct. Je vais te laisser finir, Marie-Michel. Donc, elle disait, donc, je suis éducatrice spécialisée de formation. Quand j'étais enceinte de mon premier enfant, j'avais aucun intérêt pour l'allaitement. Je voyais des publications d'allaitement sympathique sur Facebook et je ne comprenais pas. 4 ans plus tard, maintenant, je suis accompagnante à la naissance. J'ai allaité mes 2 enfants, 14 mois chacun, dont 16 semaines, donc enceinte de 16 semaines. Je travaille pour l'organisme depuis novembre 2020. Je donne les cours prénataux au CLSC avec l'infirmière en péri et je forme et coordonne les marraines d'allaitement. Et ça continue. Merci, Sophie, pour ton beau partage. Merci pour le tien. Merci. Mardochée, on irait avec toi pour quelques questions. On te demandait, est-ce que les pères posent des questions sur la sexualité versus l'allaitement? Les deux. Les deux dans le sens que ce sont des sujets qui intéressent beaucoup les parents.
mais beaucoup, beaucoup, beaucoup les pères. Puis lorsqu'on parle d'allaitement, encore une fois, je pense que c'est une idée sociétale qu'on a tendance à se dire que c'est peut-être plus les femmes qui vont être concernées parce que qu'est-ce qu'il y a dans le lait, mais dans toutes les rencontres prénatales que je donne depuis facilement les dernières 5 ans, lorsqu'on parle d'allaitement, les papas nous demandent vraiment mais OK, c'est quoi qu'il y a dans le lait de maman vraiment qui est bon pour mon enfant comparé à ce qu'on peut retrouver sur des tablettes d'épicerie, tu sais. Alors, les pères sont vraiment intéressés à savoir, mais qu'est-ce qui rentre dans le corps de leur enfant? Alors, puis côté sexualité, tu sais, je dis les pères, mais je pense qu'on vit dans une société que tout le monde aime parler de sexualité. Alors, mais entre eux, lorsqu'on sépare les groupes, les pères ont tendance à beaucoup poser des questions aussi par rapport à leurs inquiétudes, par rapport à la sexualité du couple, une fois que le bébé est dans le domicile familial, bien sûr. Alors, je Merci. dirais les deux. Ou les deux, hein. Pour demander aussi, est-ce que tu vois une liste exhaustive, pardon, de toutes les façons concrètes ou non que les pères peuvent faire part lorsque maman allaite? Je cherche ce genre d'outils à donner au papa dans mes rencontres depuis quelques mois. Donc, c'est Noémie qui est accompagnante en périnatalité. Est-ce que vous avez ça quelque part? C'est sûr que lorsqu'on parle, parce que c'est pas la première fois qu'on me demande, est-ce qu'il y a une liste exhaustive vraiment qui existe par rapport à tout ce que les pères peuvent faire? La réponse est non. En tout cas, de ce que je sais, il n'existe pas encore une liste comme parfaite qu'on doit se référer vraiment. Mais moi, c'est plus un mélange d'expériences, tu sais. Au fil des années, vraiment avec tout ce que le monde, tout ce que les papas me mentionnent, tout ce que les mamans me mentionnent, je suis en mesure de créer de quoi à chaque rencontre, mais en même temps, c'est toujours du cas par cas. Parce que j'ai bien beau commencer à dire à des papas, oh non, mais dans telle affaire, tu sais, il faudrait être un peu plus présent, il faudrait aider maman à faire ci. Puis il y a certains pères qui n'ont pas besoin de ça. Ils me disent, ben Mardo, non, j'apprécie, mais je suis très responsabilisé par rapport là-dessus. J'ai juste besoin de plus de connaissances par rapport à tel sujet. Alors, oui, je pense que c'est important quand même des fois d'avoir des listes, d'avoir des choses qu'on peut redonner aux parents. Mais en même temps, je trouve que c'est beaucoup plus efficace. Puis je pense que c'était Noémie qui posait la question, si lors de ces rencontres qu'elle donne, si elle peut prendre le temps d'entendre un peu ces papas-là, de prendre un petit moment pour aller chercher leurs préoccupations, puis par la suite d'être en mesure de faire quelque chose plus homemade, là, tu sais, comme on dit. Je pense que c'est ce qui fonctionne un peu plus qu'on fasse, tiens, voici une liste, parce que voici une liste fait comme, OK, mais ça vient de où? Ça vient de qui? Tu sais? Est-ce que ça reflète, premièrement, la réalité de mon quartier? Parce que moi, des rencontres que je donne à Belleuil puis des rencontres que je donne à Québec, je parle pas de la même façon. Tu sais, quand j'étais à Montréal, tu sais, c'est une autre culture aussi. Alors, je pense que c'est important de reconnaître un peu notre environnement, puis par la suite, d'essayer d'aller sonder. Tu sais, tantôt, je disais dans les différents principes que le RVP met de l'avant, il y en a un, c'est de créer des choses, mais de par et pour les pairs. Alors, lorsqu'on est en mesure d'aller vers eux, de les sonder, on est en mesure de recevoir de l'information que par la suite, qui ne vient pas nécessairement du système, qui ne vient pas de chercheurs, mais qui viennent vraiment de papas sur le terrain qui expriment de eux, voici leur réalité, puis sur quoi ils aimeraient savoir l'information. Alors, je ne sais pas, Noémie, si ça répond vraiment à ta question, mais en gros, je n'ai pas une liste exhaustive, mais je pense que c'est quelque chose qui peut être créé dans chaque milieu. Parfait. En fait, elle a répondu dans le chat, Noémie. Elle dit merci beaucoup pour votre réponse. J'ai aimé l'idée de bien expliquer la composition du lait. Donc, merci, Mardoché. Ça fait plaisir. Isabelle, on a eu la même question 2 fois presque en même temps. Donc, est-ce possible pour vous de nous partager cette politique faite pour l'UQAM et que nous puissions l'adapter à l'université de notre région? Et je serais ravie de la partager lorsqu'elle va être finie d'être consultée. Elle devrait passer au conseil d'administration là. Donc, à partir du moment où le conseil d'administration de l'UQAM l'accepte en l'état, après, il y a les modalités d'opérationnalisation. Puis, dès qu'elle est en place, dites-moi à qui je dois l'envoyer. Au contraire, on aimerait que ça sème un peu partout, dans toutes les universités. Actuellement, il y a quand même l'Université de Laval et l'Université de Sherbrooke qui ont déjà une politique familiale, mais la nôtre inclut donc la parentalité et l'approche aidance. Donc oui, je serais ravie de vous la partager. Il faudra juste que j'ai les coordonnées des personnes que vous voudrez. Puis dès qu'elle est en place, donc cet automne-là, dès qu'elle est officiellement
intégrer et insérer à l'UQAM, ben oui, au contraire, faites des bébés. C'est dans le thème. En fait, les gens qui seraient intéressés peuvent écrire au MAC, courriel soit à info à l'adresse du MAC. Puis nous, on communiquera avec Isabelle pour faire le lien. Donc, merci à tout le monde qui ont participé, tous les gens qui ont regardé le webinaire. Et merci énormément à Karine d'avoir répondu aux questions dans le chat, Ashley pour le volet technique et à nos panélistes. Merci énormément. C'était merveilleux de vous entendre patiemment. Et merci. Merci beaucoup. On a eu plein de merci, plein de félicitations dans le chat. Vraiment, c'était très intéressant. Donc, merci beaucoup et une bonne après-midi à tout le monde. Merci à tout le monde. Merci.